Bienvenue dans ce hors-série sur l'histoire des serpillothérapeutes. Et bien entendu, c'est toujours produit par Elabet. Bonjour à tous, c'est Enya. Je reviens aujourd'hui pour vous parler de mon mémoire où je suis très fière de vous dire que j'ai eu 16. Du coup, je suis officiellement double maître, c'est-à-dire que j'ai 2 masters à mon actif. Je me la pète un peu, mais en vrai, c'est pas spécialement pour me vanter. Mais du coup, j'ai décidé, comme mon sujet de mémoire me passionnait, d'en faire plusieurs épisodes hors série. Donc, il y en aura 2 sur les serpillothérapeutes qui ne s'appellent pas réellement comme ça, mais je vous expliquerai pourquoi je les ai nommés comme ça. Et il y en aura probablement 2 aussi sur les oubliés de la République, qui sont les adolescents placés, et plusieurs après sur le reste de mon contenu, de mon mémoire. Je vous cite pas exactement combien il y en aura, parce que je pense que je peux faire toute une année de podcast avec le contenu de ces 150 pages. Donc, nous voici aujourd'hui pour vous présenter ce mémoire. Donc, avant toute chose, ça va être un petit peu long, mais je vais vous lire du coup mon introduction. Au cours de mon cursus estudiantin et de mes années d'emploi, j'ai toujours eu des questions qui me taraudaient. L'une avait comme thème l'accessibilité. Pourquoi tous les dispositifs d'accessibilité à une information, à un dispositif social, sont-ils aussi inaccessibles ? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes vulnérables ou alors est-ce que tout dépend de notre entourage et de notre chemin de vie ? La seconde question, et la plus importante, concerne plus particulièrement le mode des relations interpersonnelles, c'est-à-dire entre personnes, que les personnes développent. Par quel processus pouvons-nous passer d'une relation neutre à d'intimité ou d'amitié en un temps très restreint ? Vous avez compris, je suis une passionnée de relations. C'est par goût pour les relations que je suis devenue technicienne d'intervention sociale et familiale / serpillothérapeute dans le secteur du Val-de-Marne. Ce métier a peu de visibilité, notamment à cause de la grande variété des missions et de leurs objectifs, qui diffèrent en fonction des départements. Le rôle d'une TISF est de créer un projet d'accompagnement au domicile des familles qui connaissent un changement dans leur cellule familiale. Naissance, maladie d'un parent ou d'un enfant. J'ai fait ce métier pendant 2 ans et demi avec beaucoup de passion. C'est au cours de certaines de mes missions que j'ai rencontré des adolescents placés, / oubliés de la République. Ce qui est intéressant dans les rapports avec les adolescents placés, c'est que cela peut se comparer avec des relations de porteurs d'une maladie contagieuse. On prenait toujours des pincettes avec eux de peur de les énerver ou de les casser encore plus. De plus, le parcours de ces adolescents était à la fois très institutionnalisé et soumis à une forme de loterie de jeu du hasard. Leur chemin de vie dépendait des secteurs, des éducateurs et du lieu de placement où ils tombaient. J'ai ainsi pu constater une approche symptomatique. Chaque changement qu'ils rencontraient était considéré comme un symptôme qu'on doit corriger ou accompagner. En fonction des différents symptômes, les bénéficiaires vont voir un professionnel pour une catégorie d'actes particuliers, assistante sociale, papier administratif, etc. Ces symptômes sont traités individuellement. Ces actes sont souvent faits sur des courtes périodes, avec une régularité très lente, du fait du nombre de suivis effectués par les professionnels du social. Le jeune est victime d'une objectivisation plutôt que reconnu comme une personne. Le plus souvent, le jeune placé ne rencontre pas de TISF, serpillothérapeute. Celles-ci exercent au domicile et ne peuvent rentrer en contact avec un lieu très institutionnalisé. Pourtant, les rencontres adolescents placés TISF se passent généralement bien, car elles sont en dehors de l'institution et l'accompagnement est souvent généralisé à toute la famille. De plus, j'avais le sentiment que la rencontre entre les jeunes placés et les TISF peut favoriser la résilience, notamment parce que les adolescents sont des fins connaisseurs des institutions, ce qui manque aux TISF, alors que celles-ci sont artisanes du lien social, ce qui est un manque chez les adolescents placés. À la suite d'un alignement très aléatoire des planètes, j'ai fini par faire une immersion de terrain. En raison de ma situation de santé, j'ai fini par moi aussi devenir en partie prise en charge par ces institutions. Plusieurs acteurs extérieurs devaient prendre des décisions me concernant. J'ai ainsi pu avoir un traitement symptomatique, dû raconter à plusieurs personnes différentes mon histoire, entendre des grandes promesses et avoir des grandes désillusions, être baladé de service en service. J'ai la chance d'avoir un entourage sécurisant et des connaissances sur certaines institutions, mais j'ai pu un peu ressentir les sentiments que peuvent avoir un jeune placé quand il doit fréquemment évoquer son propre parcours. Ainsi, en sortant de l'adolescent d'un domicile compliqué, il se retrouve parfois avec une double peine due à une errance administrative. La question des modalités d'approche des problématiques des adolescents est bien renforcée par l'exercice du métier de technicienne d'intervention sociale et familiale / serpillothérapeute qui perd en sens depuis plusieurs années. Maintenant, tellement les démarches pour accompagner les situations vulnérables sont devenues de plus en plus opaques et lentes en termes de délai pour des situations d'urgence. Alors je me suis posé les questions suivantes. Est-ce que les TISF
serpillothérapeutes retrouveraient du sens au sein de leur métier grâce à l'accompagnement vers l'autonomie des adolescents placés. Eh ben écoutez, c'est parti, on va tenter d'y répondre. Alors, je vais pas passer tout mon temps à lire mon mémoire, hein, vous vous doutez bien, sinon ça va être un petit peu chiant. Donc j'ai décidé de vous faire comme un épisode d'allégorie, c'est-à-dire que je vais vous prendre les différents pans de ce mémoire et vous les vulgariser par des vidéos, des films ou autres. Alors, pour commencer, moi je suis partie du postulat que j'allais commencer par les TISF. Pourquoi ? Parce que c'était mon ancien métier. Je vous expliquerai à la fin pourquoi je les ai appelés les serpillothérapeutes et vous verrez plus tard. Donc on va commencer par leur histoire. Déjà pour commencer, ces travailleuses, donc professionnelles, travailleuses sociales du domicile, je vais commencer par vous raconter leur histoire, donc d'où on part finalement. Et vous allez voir, leur histoire elle est assez rocambolesque, elle change plusieurs fois de nom, c'est un peu comme les Pokémon, il y a des évolutions. Donc leur histoire, donc tout commence au XVIIIe siècle parce que le père Pernet et non Pierre Perret décide de se dire il y a plusieurs femmes seules dans leur domicile qui galèrent à aller à la messe parce qu'elles ont beaucoup de choses à s'occuper, donc je vais créer des petites sœurs, donc ils les appelaient comme ça, une congrégation qui les aide pour être des bonnes chrétiennes et pour les accompagner du coup dans leur exercice du quotidien. Donc c'est parti de là. Et ensuite, donc il y a eu plusieurs siècles, puis il y a eu la Première Guerre mondiale. Donc du coup, avant, le métier de TISF / serpillothérapeute était surtout d'un point de vue catholique, et il devient laïque en 1920, parce que du coup, dans la guerre 14-18, à la suite de ça, il y a eu beaucoup d'hommes qui sont partis au combat, et beaucoup de femmes qui se sont retrouvées seules à subvenir à leurs besoins. Alors arrive une bourgeoise qui s'appelle Henriette Violet et qui décide de créer une clique de collègues, enfin de femmes bourgeoises, pour créer une pédagogie du faire avec, donc c'est-à-dire la pédagogie par le geste. Ainsi, elle demande à ses collègues de faire du bénévolat dans des familles du coup qui sont pauvres et avec des mères célibataires, essentiellement des naissances gémellaires, c'est-à-dire juste des naissances de jumeaux. Puis après ça s'est agrandi pour ainsi leur montrer comment être une bonne femme au foyer finalement. Et arrive 1940, donc tout le monde connaît 39-45, donc c'est la Seconde Guerre mondiale. En fait, il faut savoir que ces travailleuses, toutes leurs évolutions de métier, ont souvent été contraintes par des circonstances. Donc tout ce métier était bénévole. Et enfin, il y a les mouvements familiaux, donc la JOC et la JAC, qui est la jeunesse ouvrière chrétienne, et la JAC, la jeunesse agriculture chrétienne, qui décident de monter un métier qui s'appelle les travailleuses familiales et qui sert notamment parce qu'alors on le sait, pas beaucoup, mais il y a principalement des hommes français qui ont été récupérés pour faire du travail obligatoire, mais il y a aussi des femmes françaises qui des fois ont été mobilisées, donc pour être infirmières ou autre. Pour empêcher ces femmes de partir, ils ont créé ce qu'on appelle un STO, donc un service travail, pour empêcher le STO, donc le service travail obligatoire, ils ont créé le métier de travailleuse familiale qui est du coup payé, donc majoritairement par la CAF, pour pouvoir aller au domicile des familles et accompagner du coup les familles. Le métier de travailleuse familiale est né. De ça, à partir de 1940, plusieurs femmes ont la possibilité de travailler, de faire ce travail qui était avant bénévole, d'être maintenant payé. Ainsi, chaque organisme commence à créer son propre profil de sa TISF parfaite. Par exemple, vous pouvez voir une association qui naît, qui forme des TISF et qui les embauche par la suite. Pour vous faire un petit peu une description de ce qu'elles font, ces travailleuses familiales. Je vais vous prendre l'exemple de Une robe pour Madame Harris. Une robe pour Madame Harris est un film qui est sorti de 2022 que je vous invite à aller regarder parce qu'il est incroyable. Donc, pour vous faire cette définition de l'histoire, Madame Harris est une jeune femme qui est femme de ménage, c'est-à-dire qu'elle nettoie, elle entretient le domicile, etc. Mais elle fait aussi plein d'autres tâches à côté, qui sont à peu près celles de la travailleuse familiale de l'époque finalement. Elle doit se montrer très discrète face à tous les mouvements qu'elle voit autour d'elle, donc notamment elle a 3 familles, il y en a un qui trompe régulièrement sa femme, donc voilà, elle fait mine qu'elle sait de quoi il parle quand il dit qu'il ramène ses cousines alors que, bon, en fait, c'est ses maîtresses. Il y en a une qui, à chaque fois, est complètement bordélique, est complètement dépassée partout et elle doit tout régler. Et une autre dame où elle nettoie toute sa maison, mais finalement, elle la paye pas. Il faut savoir qu'elle a un savoir-faire qui fait qu'elle prend le temps de rencontrer tout le monde, de humaniser tout le monde. Sauf que ces personnes qui sont de la bourgeoisie ont tendance à déshumaniser Madame Harris. C'est-à-dire qu'ils la voient un peu comme un objet qui prodigue du soin, mais pas comme une personne. Ainsi,
c'est comme ça qu'on voyait les femmes de ménage à l'époque. Pourtant, elles font plein de choses. Elles font aussi la gestion des comptes. Elles dansent pour rendre joyeuses toutes les familles. Elles sont professionnelles en toutes circonstances, même si en face, elles peuvent recevoir plein d'insultes. Ou enfin, insultes. C'est des bourgeois, ils insultent pas. Mais de remarques condescendantes. Il y a un accompagnement personnalisé en fonction des différents domiciles parce qu'en plus, il n'y a pas le même matériel. Et ça transforme finalement le quotidien puisque avant d'avoir un domicile qui est complètement bordélique, celui-ci est complètement nettoyé. Ainsi, cette dame-là, donc, elle arrive, donc elle a ce postulat-là, donc elle a toutes ces fonctions-là, et elle tombe un jour, nez à nez, avec une robe qui est celle de la maison Dior, et elle se rend compte que c'est un objet magnifique qu'elle veut posséder. Donc par un concours de circonstances aussi bien hasardeux que volontaire, elle réussit à récupérer assez d'argent pour pouvoir aller à Paris et se faire une robe de la maison Dior. Et là se passe un basculement qui va très très bien avec la suite de notre histoire. Elle se fait humaniser par les personnes de la maison Dior et elle passe à la pédagogie du faire avec. Au lieu de faire à la place d'eux comme elle faisait avant, elle fait avec, c'est-à-dire qu'elle fait bouger la place tout le monde. Elle fait en sorte que le comptable vienne rapporter ses idées au responsable de la maison Dior pour la sauver de la faillite. Elle fait en sorte que la jeune femme qui est l'égérie Dior s'émancipe parce qu'elle rêve de philosophie. Et elle fait beaucoup de choses comme ça. Elle change le domicile d'une personne, mais pour la première fois, elle se fait aider. Ce qui fait que petit à petit, elle acquiert un nouveau métier. Et cette émancipation, on la voit par l'évolution de comment elle porte son chapeau. Parce qu'au final, quand elle faisait à la place d'eux, elle avait un chapeau entier sur la tête. Quand elle a fait avec, elle avait un tout petit chapeau. Et elle a fini par l'enlever quand elle a fini par s'émanciper et trouver son nouveau métier. Ensuite, arrive un nouveau bouleversement. En 1970. Donc jusqu'à présent, les travailleuses familiales étaient au domicile, elles avaient une très grande variété de public, elles faisaient avec les personnes, et pas à la place comme les petites sœurs. Et arrive en 1970 le rapport Larocque concernant l'accompagnement des personnes âgées. Donc le rapport Larocque, c'est un ministre qui s'appelle Larocque qui fait un grand rapport qui décide de maintenir les personnes âgées au domicile en créant tout un tas de métiers comme les infirmières au domicile, les l'auxiliaire de vie. La problématique de ce rapport-là, c'est qu'en fait, il oublie complètement les travailleuses familiales. Et en fait, toutes les fonctions que faisaient les travailleuses familiales, en plus de l'amplitude de leur métier, faisaient que là, elles perdent non seulement la diversité de leur métier, parce qu'avant, elles faisaient enfants, handicap et personnes âgées, mais aussi les personnes préfèrent qu'on fasse à leur place. Ce qui fait que c'est une approche plus symptomatique. On va prendre une auxiliaire de vie pour le ménage, on va prendre une infirmière pour le soin, on va prendre une assistante sociale pour les papiers. Et ainsi, le métier de travailleuse familiale se perd, il s'oublie, il s'invisibilise. Ce qui fait qu'il y a un basculement du coup des travailleuses familiales vers le social. Ainsi, on peut voir à la suite de ça un changement. Donc, les travailleuses familiales deviennent des TISF pour pas perdre le métier. Alors, c'est quoi la différence entre travailleuses familiales et TISF ? C'est que les TISF font un accompagnement social et pas que de soins. Donc du coup, il y a un changement de métier. Maintenant, c'est plus la caisse d'allocation familiale qui les finance uniquement, c'est aussi l'aide sociale à l'enfance, du côté des travailleurs sociaux. Ça change aussi beaucoup leur manière de fonctionner. Pour faire une allégorie avec un film, j'ai choisi un film que moi j'aime beaucoup, mais qui a très très mal vieilli, je dois l'admettre, qui s'appelle Admis à tout prix. C'est l'histoire d'un monsieur qui se fait virer de toutes les facs, un peu comme les TISF qui sont remplacés dans tous les logements, qui décide de créer sa propre fac pour avoir son propre diplôme. C'est un film qui a très très mal vieilli, hein. Donc il y a des vannes sexistes, il y a les personnages féminins sont extrêmement mal écrits, mis à part Rory. Ben voilà, il y a une atmosphère très film des années 2000, début des années 2000. Donc, moi je vais vous faire un parallèle avec ce film pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je trouve qu'ils touchent le même public. À savoir que les TISF, pour pouvoir avoir leur service, il y a une demande toujours qui émane de l'extérieur. Donc un service, donc ça peut être la caisse d'allocation familiale, l'aide sociale à l'enfance, ou plein d'autres choses. Eux, donc dans cette faculté, la demande vient aussi de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ont créé un site internet, ils ont été contactés, et toutes ces personnes arrivent devant. Ce qui est intéressant aussi avec les TISF, c'est qu'on voit une variété de publics extrêmement différente et que ce sont en général des gens très vulnérables. Alors, faut pas croire que c'est que de la précarité économique, c'est aussi de la précarité sociale ou des fois les deux.
La précarité économique, c'est quand on a des grosses difficultés d'argent. Alors ça peut être des gens qui ont de l'argent mais qui savent pas les gérer, ou des gens qui ont quand même pas beaucoup d'argent du tout. Ou de la précarité sociale, c'est-à-dire de l'isolement, avec des psychotraumatismes, avec des enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance, ou plein de choses. Donc c'est un public très vulnérable. Sauf que, c'est pareil, dans le site internet qui a été créé dans cette faculté, donc de admis à tout prix, on peut cliquer dessus et ainsi on reçoit une invitation pour être reçu. Il faut savoir qu'il n'y a que les personnes très très vulnérables qui ont été refusées partout, dans les grandes facs, etc., qui vont tenter ça, forcément, parce qu'en plus c'est une nouvelle fac, personne la connaît, enfin voilà. Et ensuite, les modalités d'intervention, elles sont aussi similaires. C'est-à-dire, du côté des TISF, elles voient au moins les personnes dans leur domicile une fois par semaine. Elles ont une fiche mission avec des objectifs qu'elles doivent faire avec elles, c'est-à-dire ça peut être un accompagnement pour trouver un appartement, un accompagnement pour avoir des visites au domicile de leur enfant placé, un accompagnement autour de comment on cuisine, plein de choses comme ça. Et il y a la création du coup d'une équipe autour de cette famille, donc aussi bien d'une autre binôme TISF, donc ça dépend des associations, mais la plupart du temps ça se passe comme ça, et aussi des fois d'autres partenaires extérieurs comme des éducateurs ou autres. Il faut savoir que dans Admis à tout prix, c'est absolument pareil, c'est-à-dire que déjà le domicile c'est la fac, puisque tout le monde dort là-bas, il y a au moins un cours par semaine, et aussi c'est pareil, la mission est faite avec les personnes qui sont à l'intérieur de ce logement, /internat. C'est-à-dire qu'on leur demande ce qu'ils veulent apprendre. Là c'est pareil, le programme des TISF est fait avec la personne. Et il y a une création d'une équipe aussi autour de chacun de ces élèves. Ce qui fait qu'il y a une réhumanisation donc, de ces élèves par les professeurs dans Admis à tout prix, parce que du coup, ils prennent le temps de les rencontrer, de faire des objectifs personnalisés. Mais aussi, à l'intérieur de ça, les TISF, elles, de par cet accompagnement au domicile, de par ces rencontres, de par tout ça, elles réhumanisent aussi les personnes qu'elles accompagnent. J'ai plein d'anecdotes énormes, c'est-à-dire que par exemple, moi quand j'étais technicienne d'intervention sociale et familiale, il y avait plusieurs fois où je savais chez quelle personne je ne mangeais pas avant, parce que quand j'arrivais, je n'avais pas le choix de manger avec eux. Ce qui faisait que je me tapais des fois 2 repas de midi. Ce que je veux dire, c'est que c'est au-delà de on vous offre quelque chose parce que vous êtes là, on vous offre quelque chose parce que vous nous accompagnez pour un service. Et en fait, la personne d'en face a besoin aussi de vous humaniser vous, parce que comme vous êtes au domicile, il n'y a plus la frontière du bureau, la distance sociale, il n'y a plus la posture, on voit la personne debout. Finalement, le travailleur social, dans le domicile de la personne d'en face, il est très vulnérable, parce que les personnes, quand on est dans leur domicile, c'est leur domaine, c'est leur royaume. Et aussi, donc il y a cette pédagogie par le geste, donc j'en ai parlé un petit peu partout, qui a été inventée par Henriette Violet, bon elle existait avant, mais bon elle a été nommée par elle, qui est par exemple... Bon, je vais pas vous donner la recette de quiche, on va prendre une pâte à tarte, des œufs et du jambon, et on va en faire une ensemble. Ce qui fait que par la pédagogie par le geste, c'est quelque chose qui est très, très peu utilisé, mais il faut savoir que dans les techniques d'apprentissage, il y a plusieurs façons d'apprendre. Il y a la façon psychomotrice, il y a la façon qui privilégie l'expérience, il y a le fait de voir, donc par exemple quand on envoie la recette et qu'on l'a sous le nez, et il y a le fait d'entendre la recette. L'avantage du faire avec, c'est qu'on a finalement les trois. C'est-à-dire qu'on peut créer un contenu visuel, on crée une expérience, et aussi il y a une écoute, puisqu'on est censé se parler quand on donne une recette de quiche. Et ça crée aussi des réunions d'équipe. Alors pourquoi j'arrête pas de vous dire le mot serpillothérapeute alors que je devrais appeler technicienne d'intervention et sociale et familiale? Alors, je vais garder cette petite anecdote pour la fin. Il faut savoir que j'ai un ami qui est devenu éducateur par la suite, donc il y a un autre métier, c'est-à-dire que lui, pour le coup, il s'occupe que des jeunes, alors que les TISF s'occupent essentiellement de toute la famille, qui était un ancien TISF. Et il avait écrit un article qui s'appelle « La pédagogie des serpillothérapeutes ». Et j'ai décidé de lui piquer ce nom-là. Déjà parce que moi, je me suis rendu compte en tant que technicienne d'intervention sociale et familiale que personne nous connaissait, mais que le mot technicienne, il dénotait un petit peu. En fait, tout le monde nous demandait ce qu'on faisait, mais n'était pas réellement intéressé par la réponse. Et quand je dis le mot serpillothérapeute, en général, j'ai un réflexe où les gens sourient et se demandent mais qu'est-ce que c'est, ça m'intrigue.
en fait, finalement, il y a plus de gens, c'est putaclic, hein, tout simplement, il y a plus de gens qui ont lu mon mémoire grâce à ça. Donc je tente l'expérience aujourd'hui avec ce podcast. Il faut savoir aussi que serpillothérapeute, pour moi, est un terme que j'aime beaucoup, dans le sens où oui, il y a le mot serpillière, mais il y a le mot thérapeute, ce qui fait que pour moi, c'est vraiment une contraction de la pédagogie par le geste, c'est-à-dire qu'on va prendre un geste, on va l'apprendre, parce que oui, en fait, faire le ménage, c'est pas... ça s'apprend, c'est comme tout, et même si ça peut paraître dégradant, je trouve que ce mot est plus drôle que dégradant, et je trouve que finalement, il ressemble plus à mon métier que technicienne d'intervention sociale et familiale. Alors, pour terminer, pour vous montrer ce mot de serpillothérapeute dans le concret, il y a un dernier film dont je voudrais vous parler qui est un petit truc en plus. Donc, je vais vous faire un bref résumé. C'est l'histoire de Bruno avec son père qui sont braqueurs de banque et qui se retrouvent dans un bus pour un séjour adapté, c'est-à-dire d'enfants en situation de handicap à la campagne avec plusieurs éducateurs, pour les encadrer. Du coup, Bruno doit se faire passer pour une personne en situation de handicap. Ce qui est rigolo, c'est que toutes les personnes en situation de handicap sont formidables et très intelligentes. Elles ont capté en 2-2 qu'en fait, il n'est pas du tout handicapé. Alors que les travailleurs sociaux, finalement, pas du tout. Et pourquoi je voudrais mettre en avant ces éducateurs qui, pour moi, sont des serpillothérapeutes, c'est-à-dire qu'il y a une pédagogie par le geste. C'est-à-dire qu'il y a tout un truc autour de on apprend à faire la cuisine ensemble, on fait les lits ensemble, on fait avec ces personnes. Et du coup, finalement, ça permet d'apaiser toute la relation avec ces handicapés. Je suis désolée, moi je préfère dire handicapé que personne en situation de handicap, déjà parce que j'en suis une, donc du coup j'estime que j'ai le droit, je me reconnais plus là-dessus. Ce qui se passe là-dedans, c'est que ces personnes vont le rendre aussi, c'est-à-dire qu'il y a toute une scène où il y a l'éducatrice, alors je pense qu'elle est monitrice d'atelier, mais bon, on va dire l'éducatrice, se sépare de son conjoint. Et toutes les personnes qui l'apprécient, donc qui sont aussi handicapées, l'entourent et lui font un câlin pour leur transmettre leur affection. Derrière ce film, il y a aussi la question du contre-don. Ok, en tant que travailleur social, on est censé procurer un service. Mais le fait de ne pas recevoir de l'amitié, des rencontres ou de l'écoute en retour fait que finalement, le service, il est qu'à moitié rendu. Parce que si les personnes que nous accompagnons ne sont pas en capacité de rendre le service, souvent elles ont l'impression juste d'être un objet de soin et de ne pas être considérées comme des êtres humains. C'est pour ça que moi, quand je vous racontais plutôt l'histoire de j'ai fini par accepter les repas, en fait c'est pour ça que moi j'ai fini par les accepter finalement. C'est qu'en fait je me rendais compte que ça rendait la personne très très mal. Parce qu'il faut se mettre à la place. Quand vous restez à un repas et que vous mangez pas le repas de la personne, déjà vous sous-entendez presque qu'il est pas bon, mais en plus vous restez sur le côté à les regarder. C'est super désagréable. Moi j'aimerais pas que je suis en train de manger et qu'il y ait quelqu'un qui est en train de me regarder bouffer, c'est très gênant. Donc voilà. Faut mettre en perspective ça. J'ai une petite anecdote. Moi et une de mes collègues que j'embrasse très fort qui s'appelle... alors, son nom d'emprunt est Brenna Williams, mais on en parlera plus tard. On avait des familles en commun, plus souvent, on n'y allait pas en même temps, et on nous avait complimenté parce que, justement, ce qui était apprécié par ces familles-là, c'est qu'on arrivait en souriant, qu'on ramenait des jeux, qu'on partageait des choses ensemble. Ainsi, elles avaient l'impression d'être des êtres humains et pas inspectées par des surveillants de prison, finalement. Et je trouve que dans un petit truc en plus, les professionnels ont vraiment cette pédagogie. Voilà, donc moi je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Il faut savoir que dans le prochain hors-série, je parlerai donc à la suite de ça de plus principalement des avantages et des métiers de TISF et de qu'est-ce que c'est que le travail de proximité. Parce que justement, je vous en ai parlé en substance, parce qu'on est au domicile, on prépare des choses, on fait du faire avec, mais il y a beaucoup de travail de proximité dans l'accompagnement des TISF. Je l'appellerai aussi serpillothérapeute parce que peut-être que si ce putaclic fonctionnera bien finalement. Et par contre, finir par les mêmes phrases que l'allégorie normale qui est « Tout le monde a de la culture, faut juste être fier de la sienne. » À bientôt. Au revoir.